L'attaque des Titans, ou le récit millénaire de ces 10 dernières années, écrit par le mangaka Hajime Isayama, a terminé de nous raconter son histoire au mois de juin 2021 à l'occasion de la sortie de l'ultime tome 34. Ce fut une aventure merveilleuse, pleine de révélations, de personnages attachants, dans un contexte où tout le monde se bat, sans le vouloir, plongé dans le déterminisme de l'absurdité du genre humain. Je vous mets en garde, cette vidéo va spoiler le manga. Si vous souhaitez vous préserver de la conclusion de la tragédie d'Eren jusqu'en 2023, je vous invite à quitter fortement la vidéo dès maintenant. Plongeons à présent dans cette rétrospective et découvrons pourquoi Eren n'est pas libre. Le plus gros tour de force dans l'attaque des Titans est sans nul doute le chapitre 121. Eren, par l'intermédiaire de l'enfant prodige et suite à sa décapitation, se retrouve projeté entre le monde du présent et celui du passé et nous apprend que finalement, depuis le début, il manipule les propres codes de la diégèse dans laquelle il évolue grâce aux titans assaillants. Évidemment, nous étions tous choqués par cette révélation, mais qu'implique-t-elle concrètement dans la continuité de l'histoire ? Est-ce que cela crée des incohérences temporelles dans l'œuvre, ou encore existe-t-il plusieurs timelines, voire une boucle temporelle ? Eh bien, selon moi, absolument rien de tout ça. Dans l'histoire de l'attaque des Titans, absolument tout ce qui se déroule doit se dérouler, et ce, depuis la naissance de l'univers jusqu'à ce moment précis où Eren a pu communiquer par-delà la 4e dimension à cause du phénomène de causalité. Il s'agit donc du procédé de la chronologie fixe qui est utilisé par Isayama, qui stipule qu'il n'existe qu'une seule ligne de temps et que toute altération de celle-ci par les personnages ont alors toujours eu lieu. Imaginez qu'en un instant, le futur et le passé se rejoignent. Imaginez que le passé, grâce au futur, ait pu avoir lieu. Mais voyez encore plus grand et ressentez le vertige que cela implique. Si le futur, dans un cycle de causalité défaillant, a pu, à un moment donné, s'autogénérer grâce au passé qui l'a toujours précédé, alors peut-être que cette défaillance existe depuis la création du monde. Dans tous les cas, il est clair que la défaillance assaillante a au moins commencé lors de la naissance d'une déité titanesque qui, dans toute sa soumission de Stockholm, refusera l'issue inéluctable de la vie. Comprenez-vous où je veux en venir ? Si le futur, nécessairement influencé par le passé qui l'a précédé, et le présent de ce passé, alors les êtres de ce récit ne peuvent tout simplement pas être libres. Ces gens ne seront alors seulement des pantins de la plume toute puissante de l'auteur. Autrement dit, l'attaque des Titans est conçue pour ne laisser aucune liberté aux personnages qui la composent, quand bien même ces derniers y songeraient du plus profond de leur être. Pire, la perversité de cette histoire imposera aux garçons qui la recherchaient tant de s'en priver. Ce qui fait la finesse de l'attaque des Titans, c'est donc d'obliger l'individu libre à se soumettre dans toute sa souffrance. Ymir, certainement le personnage le plus énigmatique de l'œuvre, renforçant l'image de déité qu'elle renvoie par ce qu'elle incarne, avait à cœur une volonté de liberté telle qu'elle façonnera l'attaque des Titans de ses mains. Elle est la métaphore du crayon de l'auteur sur la feuille, celui-ci ayant la liberté la plus absolue sur son récit. Mais alors, comment interpréter l'acte amenant au dernier souffle de la toute-puissante ? Pourquoi l'axe ? Car Ymir s'est fabriqué les chemins de son ambition profonde. Cependant, la route est longue et parsemée d'embûches. Il aura fallu qu'elle rencontre l'homme libre et la femme qui s'en était prise 2000 ans plus tard pour pouvoir parfaitement en comprendre le sens. Car oui, il est bien question d'une quête vers la liberté. Isayama nous a montré son émancipation dans une planche où nous la voyons partir dans la fumée qui rendra au monde la possibilité d'avoir le choix. Ymir accède à la liberté, à la plénitude et au savoir dans la mort. Elle se libérera ainsi des 2 prisons qui l'avaient jusque-là contrainte, l'impossibilité d'exprimer ses sentiments et l'émancipation de son syndrome de Stockholm. Il y a donc 2 niveaux de libération. L'amour transcende le temps. L'amour transcende l'espace.
Nolan, en 2014, avait été le porte-étendard de ce message. Dans ces deux fictions, les protagonistes finissent à un moment donné par rentrer dans un lieu où les notions les plus élémentaires se trouvent bouleversées. Vous devez vous demander pourquoi je parle d'Interstellar dans une analyse de l'attaque des Titans. Eh bien parce que nous avons ici deux visions d'artistes distinctes sur bien des aspects, mais qui se rejoignent sur ce point. L'intimité, l'amour ressenti des personnages est aussi titanesque, époustouflant, cosmique que n'importe quel paysage divin ou galactique. Car l'amour voyage dans nos cœurs plus vite que la lumière et nous touche par un rayonnement parfois douloureux, parfois joyeux, mais toujours poétique, riche et rempli d'espoir. Dans l'attaque des Titans, l'amour aura tellement transcendé la déité qu'il fut la réponse millénaire qu'elle attendait. Dans l'attaque des Titans, Eren et Mikasa ont soit perdu dans le bonheur, soit gagné dans la souffrance, mais dans tous les cas, en transcendant leur monde. Dans la continuité de son registre réaliste, l'humanité n'a pas appris de ses erreurs. La fin nous montre la vacuité des plans de Sig et Eren. Ce ne sont ni les Eldiens, ni les autres le problème. La problématique est ailleurs, plus subtile et insoluble. En réalité, l'être humain a besoin d'un prétexte à la violence pour justifier sa cruauté. Dans l'attaque des Titans, l'homme est l'antithèse de la pensée de Rousseau. Il est mauvais, lâche, manipulateur et profiteur. Néanmoins, ce monde cruel est aussi beau, et dans tout ce climat d'horreur persiste un message humaniste, nous indiquant que cette violence n'est pas une fatalité absolue. Peut-être est-ce dans les yeux naïfs de cet enfant que le monde obtiendra enfin le répit qu'il attend. Ou bien, les mêmes erreurs se répéteront encore et encore. Dans tous les cas, continuons d'avancer, peut-être sans fin, jusqu'à la destination tant convoitée, un monde meilleur. Connaissez-vous l'expérience du chat de Schrödinger ? Elle est la première approche des néophytes s'intéressant à la physique quantique. Dans cette expérience, un chat est placé dans une boîte en présence d'un gaz toxique, d'une source radioactive et d'un capteur servant à en mesurer le taux. S'il s'avère que le taux de Sieverts atteint un certain stade, alors le gaz sera libéré et tuera inévitablement le chat. Ici, on considère que tant que nous n'avons pas pu être spectateurs de l'état du chat, celui-ci est à la fois vivant et mort. Inversement, lorsque nous ouvrons la boîte, nous pourrons affirmer avec certitude son état. Pour en revenir à des notions plus artistiques et philosophiques, cette expérience nous dit que si un individu, une entité ou quoi que ce soit d'autre a simplement connaissance de ce qui sera, alors le concept de libre arbitre n'existe pas. Car le choix a de toute manière déjà été pris. Il n'existe plus les deux possibilités simultanées. Dans l'attaque des Titans, le titan assaillant est par conséquent l'opposé ultime de la liberté et du libre arbitre. Cette anomalie empêche quiconque d'être libre de par son existence même. L'attaque des Titans brille, car il nous aura convaincus que son récit est une ode des plus absolues de la liberté, alors qu'il s'agissait en réalité d'une histoire nous montrant la cruauté d'un monde plongé dans le déterminisme du destin. Pour appuyer d'autant plus cela, Isayama aura eu la perversité de nous montrer dans les seuls moments où les personnages ont la possibilité de s'exprimer librement, dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus de sens, des individus qui regrettent, qui souffrent dans un monde où ils ne seront jamais guéris. Et si l'amour transcende le déterminisme du temps et du destin, c'est bien parce que la seule chose de sincère dans cette œuvre, c'est ces moments où les personnages rêvent de s'aimer. L'œuvre est perverse, cruel et profondément pessimiste sur la nature de ce qui est écrit, mais c'est ce qui la rend brillante. Eren n'est pas parvenu à s'extirper du déterminisme inhérent à son existence. Mais dans notre monde, peut-être y parviendrez-vous ? Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde. Un immense merci à Donné, Hunter, Nirozika et Erito pour la relecture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!